L'ingénierie, euh, c'est absolument partout, mais en fait, on ne la voit presque jamais. Hmm, C'est une idée toute simple, mais qui devient vertigineuse quand on y pense 2 secondes. absolument. L'eau qui coule de notre robinet, les routes qu'on prend tous les jours, l'électricité. On baigne littéralement dans des solutions techniques qu'on considère comme acquises. Et c'est tout le paradoxe de la réussite en ingénierie. Si ça fonctionne parfaitement, ça devient invisible. C'est ça. On ne remarque une infrastructure que lorsqu'elle tombe en panne. Personne se lève le matin en disant « Merci pour le réseau d'égouts Ah non, ça c'est sûr. Mais par contre, quand il est bouché. ». Alors là, tout le monde le maudit. Exactement. Et c'est justement ce que les sources qu'on explore aujourd'hui nous proposent. Soulever un peu le capot et regarder la mécanique complexe qui se cache derrière les choses les plus simples. Mhm. Alors, décortiquons ça. L'idée ici, c'est pas de se perdre dans des équations compliquées, mais plutôt de comprendre la manière de penser de l'ingénieur face à un problème concret. Oui. Comment est-ce qu'on passe d'un pépin, d'un petit souci, à une solution qui dure? Ce qui est fascinant dans cette approche, et que le texte souligne très bien, c'est cette notion de responsabilité. Ah oui, Ce n'est pas juste une affaire de tuyaux et de béton. Chaque choix technique, le matériau d'une conduite, la hauteur d'une digue, tout a une conséquence. tout a des conséquences directes sur la sécurité, sur le portefeuille des contribuables, sur l'environnement, et pour des décennies. Donc la discussion qu'on va avoir, c'est une plongée dans la logique, et on peut même dire la philosophie de la résolution de problèmes. D'accord. Et pour rendre ça très concret, nos sources nous donnent une sorte de feuille de route qui monte en complexité. On part d'une simple fuite d'eau, Le grand classique. voilà. Puis on passe à une inondation, ensuite à une baisse de pression dans tout un quartier, pour finir avec le défi ultime, le manque de ressources. Hmm. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Comment la même logique peut s'appliquer à des échelles si différentes. Alors, commençons par le début. Le problème le plus banal en apparence, la fuite d'eau dans une rue. Parfait. La fuite d'eau. Alors, pour le commun des mortels, la réaction, c'est vite, il faut boucher le trou. Ben oui, c'est logique. Mais pour l'ingénieur qui est en charge du réseau, la fuite n'est qu'un symptôme. La toute première question, ce n'est pas comment on répare ci, mais Pourquoi ça a lâché? pourquoi ce tuyau a-t-il cédé, ici et maintenant? C'est exactement ça la réflexion complexe dont parle le texte. On passe d'une logique de plombier à une logique de médecin de système, en quelque sorte. D'accord, alors, en quoi il consiste cet examen médical? On ne peut pas juste creuser et regarder, j'imagine. On ne va pas couper l'eau de tout un quartier pour un simple diagnostic. Non, bien sûr. Le diagnostic, il commence par la collecte de données. Quel âge a cette canalisation? De quel matériau est-elle faite? Mhm. On analyse la pression dans le secteur qui varie au cours de la journée. On peut même utiliser des technologies acoustiques, des capteurs qui écoutent le bruit de la fuite sous terre pour la localiser avec une grande précision. D'accord. On cherche à savoir si c'est une défaillance ponctuelle, un défaut du matériau, un sol qui a bougé, ou si c'est en fait le signe avant-coureur d'une défaillance systémique. Le signe que tout le quartier a des canalisations qui arrivent en fin de vie. Et c'est là qu'on arrive au fameux choix technique. J'imagine qu'il y a 2 écoles, la rustine rapide ou le grand chantier. C'est exactement ça. Option A, la réparation chirurgicale. On remplace les 2 mètres de tuyaux défectueux. C'est rapide, moins cher sur le papier et ça minimise les nuisances pour les riverains. Le problème est réglé. Voilà, entre guillemets. Sauf que si tout le reste de la rue a des tuyaux du même âge et dans le même état, on vient de démarrer un jeu de tap-top. La prochaine fuite, elle apparaîtra 10 mètres plus loin dans 6 mois. Je vois. Et puis une autre après. Mais attendez, pour les habitants et les commerçants de cette rue, l'option B, tout remplacer, c'est un cauchemar. Des mois de travaux, de bruit, la circulation coupée. Est-ce que la solution durable de l'ingénieur, ce n'est pas parfois un luxe que les élus, sous pression, ne peuvent tout simplement pas se permettre? Vous mettez le doigt sur le cœur du métier d'ingénieur dans le secteur public. Ce n'est jamais une décision purement technique. Non? C'est un arbitrage constant entre l'optimal technique et ce qui est possible économiquement et socialement. La réponse de l'ingénieur, c'est de chiffrer les 2 scénarios. De mettre des chiffres sur la table. Exactement. La réparation ponctuelle, oui, elle semble moins chère. Mais si on additionne le coût de 5 interventions d'urgence sur 3 ans, sans parler du gaspillage d'eau et des dégâts à chaque fois, eh ben le remplacement planifié il devient souvent plus économique à moyen terme. D'accord. Le rôle de l'ingénieur, c'est de fournir ces données objectives pour éclairer la décision politique. C'est de dire, voici le coût de l'inaction. C'est déjà complexe cette idée d'arbitrage pour une simple rue. J'ose à peine imaginer ce que ça devient quand le problème ce n'est plus une fuite mais une inondation. Hmm. Là, on ne parle plus de gêner la circulation, on parle de la sécurité de milliers de personnes. L'échelle change radicalement et la nature du problème aussi.
Une inondation, ce n'est plus un problème technique localisé, c'est un événement systémique. L'approche ne peut donc plus être seulement curative. Réparer après. Voilà. Elle doit être fondamentalement préventive. On ne réfléchit plus à comment éponger, mais à comment éviter que la baignoire ne déborde. Et quand on pense prévention des inondations, l'image qui vient tout de suite, c'est la grande digue en béton, le barrage massif. Les solutions dures, comme les appelle le texte. C'est ça? C'est l'approche traditionnelle et elle reste pertinente dans beaucoup de cas. Construire une digue, ça repose sur des calculs hydrologiques extrêmement poussés. Il faut modéliser les pluies centennales, la capacité d'absorption des sols. C'est de la haute voltige. Ah oui, mais la pensée de l'ingénierie a beaucoup évolué, justement vers des solutions plus durables qui intègrent de plus en plus de solutions douces, inspirées par la nature. Alors ça sonne bien, inspiré par la nature, mais concrètement, ça veut dire quoi? On plante des arbres en espérant que ça suffise? Non, non, c'est beaucoup plus sophistiqué. Au lieu de simplement dresser un mur face à l'eau, on se pose la question comment cet écosystème gérait-il les crues avant notre arrivée, avant qu'on urbanise la zone? D'accord. Et souvent, la réponse se trouve dans les plaines inondables, les zones humides, les méandres des rivières. Ces éléments agissaient comme des éponges et des freins naturels. Mhm. Une solution d'ingénierie douce, ça consiste donc à recréer ces fonctions, restaurer une zone humide en amont, redonner de l'espace à la rivière pour qu'elle puisse déborder dans des zones contrôlées, ou même désimperméabiliser les sols en ville. C'est fascinant, parce que ça change complètement l'image de l'ingénieur. Ce n'est plus seulement celui qui domine la nature avec du béton. Mais celui qui collabore avec elle. Voilà. Mais est-ce que c'est aussi fiable? Une digue, on sait comment elle va se comporter. Une zone humide, c'est un système vivant, complexe. Comment on peut garantir la sécurité avec une solution qui semble de prime abord moins prévisible? C'est une excellente question. La prévisibilité, c'est la clé. Et c'est là que l'ingénierie moderne intervient. On ne se contente pas de laisser faire la nature. Non? On la modélise. On utilise des simulations informatiques très poussées pour comprendre exactement combien de mètres cubes d'eau une zone humide peut absorber. Et en combien de temps. Et puis, on combine souvent les approches. Un mix des deux. Oui. Une digue peut être plus modeste, pour protéger le cœur de la ville, associée à une plaine inondable en amont, pour écrêter le pic de la crue. Le calcul n'est plus seulement physique, il devient aussi écologique, biologique. La responsabilité s'élargit en fait. Exactement. On ne protège plus seulement la ville, on gère la santé d'un bassin versant tout entier. On voit bien ce passage d'une solution simple à une gestion de système. Et ça me fait penser à l'autre problème que nos sources évoquent, la baisse de pression d'eau. C'est moins spectaculaire qu'une inondation, c'est sûr, mais c'est un symptôme que tout le système est peut-être malade. C'est une parfaite analogie. Une baisse de pression, c'est la fièvre du réseau. La fièvre du réseau, j'aime bien l'image. Ça signale un dysfonctionnement, mais ça ne dit pas lequel. Est-ce que c'est une hémorragie interne, c'est-à-dire une grosse fuite cachée? Est-ce que le cœur, la station de pompage, commence à fatiguer? Ou est-ce que le corps a grandi trop vite, un nouveau quartier raccordé, et que les artères ne sont plus assez larges pour tout le monde? Un peu comme une autoroute qui devient complètement bouchée parce qu'on a ajouté trop de bretelles d'accès sans élargir les voies. C'est exactement ça. Donc l'analyse de l'ingénieur consiste à poser des capteurs à des points clés du réseau pour cartographier la pression en temps réel. D'accord. On développe ce qu'on appelle un jumeau numérique du réseau, un modèle informatique qui permet de simuler des scénarios. Que se passe-t-il si on ferme cette vanne? Et si on simule une fuite ici, est-ce que ça colle avec les mesures? C'est un vrai travail de détective. Et une fois qu'on a trouvé le coupable, j'imagine que la solution la plus simple, genre augmenter la pression à la station de pompage, n'est pas forcément la bonne. Ah non. Pourtant, ça semble logique, non? Pas assez de pression, mettons-en plus. Ce serait le réflexe le plus simple, mais aussi le plus dangereux. Si le réseau est vieillissant, augmenter brutalement la pression, c'est comme surgonfler un vieux pneu. Ça explose. On ne résout pas le problème, on le déplace et on le multiplie en créant des dizaines de nouvelles fuites sur les points les plus faibles.